Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, ça sert à rien ce que je fais. Ça sert à quoi? Ce pauvre bébé qui vient dans ce monde, qu'est-ce que je vais lui laisser? Qu'est-ce que je vais lui dire que je suis en train de faire? Je lui dirais, oui, c'était important que je retourne travailler parce que je vendais des produits électroniques. Si j'allais dire ça, comment j'allais me sentir? Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et je vous emmène rencontrer ceux qui, comme moi, ont quitté Paris. Portée par les témoignages du podcast, j'ai déménagé près de Toulouse en 2021 et je continue de vous proposer des témoignages optimistes et réalistes et des conseils d'experts pour accompagner votre nouveau départ. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas trop par où commencer, à votre installation, en passant par l'organisation du déménagement, Ciao Paris vous aide à franchir chaque étape de ce grand projet. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, c'est facile, il suffit de vous abonner à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter Pigeon Voyageur, le lien est dans la description de l'épisode. En attendant le début de la 4e saison du podcast qui sera diffusée à partir de début mars, je vous propose d'écouter ou de réécouter ces nouveaux départs que vous avez tant aimés et que vous avez plébiscités suite à notre sondage sur Instagram. Allez, c'est parti! J'ai eu un double plaisir à rencontrer Juliette. D'abord parce que grâce à elle, j'ai pu revoir l'Italie, qui est le pays de ma mère. Et puis parce qu'avec Juliette, on a parlé d'une question qui me tient à cœur, surtout après mon burn-out d'il y a quelques années. C'est comment avancer quand tu te poses la question du sens de ton job. C'est une question qu'on a déjà un peu évoquée avec Fabienne Kramer dans l'épisode 23. Et grâce à vos nombreux messages qui me disent combien Ciao Paris vous aide à avancer dans vos projets respectifs, c'est mission accomplie. Alors merci à tous et à toutes d'être si fidèles à ce projet qui me tient tant à cœur. Allez, je vous laisse avec une nouvelle histoire, un nouveau départ, celui de Juliette, la grande voyageuse, qui après quelques détours par d'autres continents, a quitté Paris pour s'établir à Florence, en Italie. Aujourd'hui, c'est une destination un peu exotique pour moi parce que je suis à Florence, en Italie, et je vais rencontrer Juliette. Juliette m'avait contactée pour me raconter son histoire. La question du sens du métier qu'on choisit est vraiment centrale dans son histoire. Et ça m'a beaucoup touchée. Et puis cette question du sens, je pense elle nous traverse tous, et particulièrement pour ceux qui changent de vie. Je vais retrouver Juliette à la sortie de son travail parce qu'apparemment les bureaux de sa boîte donnent sur une oliveraie, donc ça m'a bien fait rêver. Bonjour. Grazie signora. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ah ouais, je suis contente de te voir. Oui, on peut se tutoyer, mais c'est vrai que jusque-là on se disait vous, tu, on savait pas trop, mais évidemment je me suis trompée de chemin. En même temps, c'était quand même tellement joli. C'est ça, hein. Je suis passée par là, par le petit chemin qui est juste devant nous, et effectivement je voyais l'oliveraie, les arbres fruités, avec les chaises longues, le hamac. J'ai flashé sur le hamac et j'avais pas vu le petit jardin potager. C'est trop chouette. Et du coup, on récolte, par exemple l'été, il y avait surtout plein de tomates, des courgettes qui étaient superbes. Et on les met en fait dans la cuisine. Donc celui qui descend, il en prend 10 pour tout le monde, il les monte, il en utilise une ou deux pour sa consommation du déjeuner. Et puis il met les autres dans la cuisine et puis la personne d'après, ah tiens, chouette. Mais tu vois, je trouve que c'est vraiment une grosse différence avec Paris. C'est que tu as vraiment... alors tu es dans une ville, il n'y a pas de doute. Tu as le bruit, les pots d'échappement. Mais à côté de ça, tu as... C'est comme ça, des espèces de propriétés avec des jardins immenses, des cyprès centenaires, des pins parasols qui sont gigantesques. Et là, comme là, des jardins vraiment qui sont cultivés. C'est ça qui est fou, je trouve, d'avoir ça dans une ville. C'est vraiment chouette quand même de pouvoir vivre dans un espace comme ça, quoi. Et toi, tu avais déjà vécu dans une ville comme ça où il y a autant d'espaces verts? Alors moi, j'ai vécu vraiment dans des villes un peu très diverses. J'ai été habitée à San Francisco. J'ai été habituée à Sydney. Attends, il y a la tondeuse qui arrive. J'adore parce que tu as l'arbre, la tondeuse et le dôme au derrière. C'est ça. C'est
un peu un entre-deux. T'es entre la ville et la campagne, quoi. Moi, je me voyais pas habiter à la campagne. Je suis quand même une citadine. Pour moi, c'est un bon compromis. Alors, moi, c'est Juliette. Quel âge j'ai Une petite trentaine, on va dire. J'habite actuellement à Florence, en Italie, depuis maintenant 1 an. J'ai un parcours très compliqué parce que je suis née déjà aux États-Unis de 2 parents français qui faisaient partie des premiers Erasmus. Et j'ai grandi en France et en Angleterre. Donc tu avais des parents un peu nomades déjà, hein? Des parents nomades et des grands-parents nomades. Mon grand-père paternel, lui, est polonais. Du côté de ma mère, ils sont un mélange de roumains, russes et italiens qui ont échappé à la guerre à différents endroits. Tout le monde a fini en France, en fait. France, grande terre d'accueil, tout de même. J'étais à Paris de mes 2 ans jusqu'à mes 7 ans, peut-être. Voilà. Après, on est parti dans le nord de l'Angleterre. Après, on est revenu à Paris. Ouais. Quand même, beaucoup d'allers-retours dans cette histoire. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de la ville de Paris quand tu étais petite ou même plus tard quand tu es revenue d'Angleterre? J'ai beaucoup de souvenirs de parcs. On habitait proche de la place de Clichy, au pied de Montmartre. On faisait tout à pied. C'était vraiment comme un espèce de mini-village, quoi. Donc pour toi, c'est des souvenirs assez heureux, quoi, de parcs, de balades. Moi, j'ai bien apprécié d'habiter à Paris. En fait, c'est vrai que toi, dans ton histoire, ce qui est un peu différent par rapport aux autres personnes que j'ai pu interviewer, c'est que toi, il n'y a pas vraiment de ras-le-bol au sens où c'était plus une envie d'explorer. Alors les deux, mais pas vraiment un ras-le-bol de Paris, un ras-le-bol de la météo. Un profond besoin de soleil. Et je ne comprenais pas comment ça pouvait se faire que l'hiver durait aussi longtemps à Paris. Alors je me disais, mais pourquoi, diantre, ne peut-on pas habiter dans un endroit où il fait beau toute l'année? Et diantre quand même. Non, parce que quand même, c'est bien beau de vouloir travailler, mais on pourrait pas travailler au soleil. Non, mais j'avoue que la lumière manque cruellement dans les hivers parisiens, c'est vrai. Pourquoi vivre dans un endroit où l'hiver est aussi long et où pendant une aussi grande partie de l'année, j'ai envie d'aller hiberner? Et on me disait, on peut pas tout avoir, tes parents, ils ont des bons travails, des bons jobs à Paris, voilà, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Et pourquoi? Et pourquoi? Est-ce que tu peux me parler de ce moment où tu as ce déclic, où tu dis « Ok, là, c'est bon, j'agis, je quitte Paris pour aller chercher la lumière ». Déjà, je pense que je devais avoir 18 ans quand je suis allée habiter toute seule en appartement, en travaillant à mi-temps et le week-end et pendant les vacances pour avoir mon propre appartement. Mais c'était encore à Paris. Là, j'habitais vers Porte de Clichy. C'était vraiment compliqué de finir mes études ou d'avoir un travail en même temps, en termes d'épuisement, en termes financiers, bien sûr, mais en termes de fatigue. Et puis finalement, je me disais, mais et ensuite, quoi? C'est quand que j'arrive... Moi, je suis pas très patiente. Hein. Je me suis dit, c'est quand que j'y arrive? Là où je veux, à faire ce que je veux. Mais surtout, le plus long pour moi, c'était de trouver ce que je voulais faire. Moi, je voulais trouver un job où j'ai envie de me lever le matin pour y aller. Parce que je voyais, par exemple, mes parents qui se levaient et qui n'avaient pas envie d'aller à leur travail. C'était compliqué parce qu'en fait, je ne savais pas vers quel type de carrière me tourner. Parce que dans ma famille, ils étaient tous ingénieurs. Alors on me disait, mais très bien, mais alors si les sciences t'attirent pas, tu vas faire quoi? Comme s'il n'y avait rien d'autre. Donc j'ai tenté, j'ai fait toutes mes études de droit. J'ai fait un double master en droit franco-anglais. Et j'ai même fait mes stages. Mais je voulais pas faire ça. Mais c'était pour leur prouver que j'étais pas bête. Et pour chercher. En me disant, ouais, je vais bien finir par trouver. Et en fait, c'est un été. Je cherchais un petit boulot et une amie de ma mère dit « Oh bah tiens, on a besoin de quelqu'un pour faire de la communication anglophone
bah viens, tu peux faire ça cet été pendant 2-3 mois. Chouette. Pourquoi pas? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Et boum, je voulais faire ça. Cet attrait pour les mots que j'avais et cet intérêt en fait pour la discussion, pour les échanges avec les gens, en fait, la communication, c'est justement aller vers les autres, se mettre à la place d'eux, essayer de comprendre et essayer de se faire comprendre. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Au moins, j'avais trouvé une direction où aller, mais j'étais pas au bon endroit. J'étais surtout encore à Paris. Et du coup, il faut aller chercher ailleurs. Alors je me dis, bon bah où? Et là, je rentrais d'un voyage, je crois que c'était du Sri Lanka à l'époque, quand je vois mon cousin, un de mes cousins qui habitait à Paris, et qui me dit, mais quand même, c'est fantastique, tu voyages, tu vas voir des choses intéressantes, oh, j'aimerais bien faire ça. Je dis, bah vas-y. Il me dit, ah non, mais j'ai peur. Je dis, mais si tu allais quelque part, tu irais où? Ça serait quoi ton rêve? Et il me dit, oh, moi j'irais bien habiter à San Francisco, mais habiter là-bas en fait, pas juste pour un voyage. Je lui dis, ok, chiche, viens, on y va le mois prochain. Il me fait, mais ça va pas à la tête. Je dis, ok, dans 2 mois, on y va. Et donc je lui dis, bah on y va pour la Saint-Valentin. Trop bien. Et on est parti pour la Saint-Valentin. L'association de malfaiteurs. C'est un peu ça. Déjà, j'arrive, bon, j'avais rien, parce qu'on est venu comme ça. On allait dans une auberge de jeunesse, et puis j'avais pas d'argent. Et je suis devenue femme de ménage de l'auberge de jeunesse. Et donc, je passe des entretiens. Au moins, j'ai la chance d'être américaine. Et finalement, j'ai trouvé. Et donc, j'ai travaillé dans l'événementiel. Et là, tu t'éclates? Pas tout à fait. Je travaille à des horaires complètement décalés. Wow. Je travaille des fois le matin à partir de 4h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi, une semaine, et la semaine d'après, de 2h de l'après-midi jusqu'à 2h du matin. Donc c'est très compliqué, déjà pour développer des relations sociales, puis c'est fatigant aussi. Et la météo. La météo à San Francisco, c'est un truc de fou. Il faut être habillé comme un oignon, il faut avoir de tout, toutes les saisons sur soi, au cas où. Parce que c'est une espèce de petite pointe qui se prend tous les vents, et d'un quartier à l'autre, la météo peut changer drastiquement. C'est fou. On peut aller quelque part, il fait vraiment chaud, on met ses lunettes de soleil, on est en débardeur, on va, dans le quartier d'à côté, il pleut. Ah, moi, je trouvais que c'était vraiment fatigant. Outre le fait que la culture américaine n'était pas pour moi, mais c'était vraiment cette histoire de météo qui me poursuit. Et il se trouve que, alors les choses se goupillent bien. Dans la boîte où je travaillais à San Francisco, eh bien, ils publient une offre d'emploi dans leur succursale à Sydney, en Australie. Et donc, je suis partie en 3 semaines en Australie. Et là, je me suis éclatée. Parce que là, on avait vraiment une météo magnifique. C'est très, très vert. Proche de la nature. Un week-end, j'allais faire de l'escalade. Le week-end d'après, j'allais me baigner. Alors, le seul truc que j'ai pas fait, c'est le surf. Ça, c'est pas pour moi. Et donc là, tu restes combien de temps dans cet endroit où tu te plais tant? Je suis restée peut-être 1 an. Je serais bien restée plus, mais c'était une question de visa. Donc j'ai fait le choix de rentrer à Paris. Et je me retrouve confrontée au problème que c'est difficile de trouver un travail en France quand on a travaillé à l'étranger. T'es pas la première à me dire ça. Hein. Et c'est triste, mais c'est vrai. À quels arguments est-ce que tu étais confrontée? À quels freins? À quelles réticences? Alors d'abord, au fait que j'avais pas de diplôme dans la voie de la carrière que je voulais faire, puisque j'avais un diplôme de droit. Deuxième problème, j'avais des trous, comme ces 2-3 mois avant d'aller à San Francisco. Ouais. Ils me demandaient, ah bon, mais qu'est-ce que vous avez fait quand même? On ne peut pas rester les bras croisés. Je ne suis pas restée les bras croisés, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis ils me disaient, mais quand même, si vous avez travaillé autant à l'étranger, vous ne saurez pas vous adapter à la France. Ah oui? Voilà. Ah, je suis quand même très surprise par cet argument. Et là, la question de Paris ou pas Paris, s'était à nouveau posée. À ce moment-là, justement, je venais de rencontrer mon mari. Donc en 2015, tu rencontres celui qui est ton mari aujourd'hui à Paris. C'est ça.
dans un bar à jus. Je parle fort et puis je prends à témoin mes voisins de la table d'à côté. Alors, et vous alors? Vous en pensez quoi? En partant de là-bas, j'avais besoin d'aller récupérer une cagette de fruits et légumes. Et du coup, il est venu m'aider à porter ma cagette. Et donc voilà. Vous êtes mariés combien de temps plus tard? 2 ans plus tard. Moi, je me disais déjà, je lui en avais parlé plusieurs fois, voilà, j'ai pas envie de rester toute ma vie à Paris. Il y a beaucoup d'autres choses à voir dans le monde. Et puis lui, qui vient du fin fond de la Bretagne, me disait, mais Paris, c'est déjà grand, c'est déjà loin, c'est déjà différent. Et puis, finalement, j'ai commencé à l'entraîner dans mes voyages. Et donc, on faisait entre 7 et 8 voyages par an. Et il a aimé. Au début, pas très loin, et puis de plus en plus loin. Et puis, finalement, elle me dit, mais bon, ton contrat se finit, du coup, tu cherches où maintenant? On a pris une carte du monde, on a regardé au niveau de l'équateur, les plus grosses villes, et puis on a regardé sur Internet lequel était en développement économique, dans lesquels il y avait beaucoup d'offres d'emploi sur les plus gros sites de recrutement. Puis j'ai postulé. Shanghai, il y avait Shenzhen, il y avait Hong Kong, Singapour. Et puis finalement, ah ben voilà, c'est parti pour la Chine. Et donc Shenzhen, magnifique. On est arrivé en pleine mousson. C'était sublime. Parce que du coup, tout est vert, mais un vert luxuriant, avec des feuilles plus grandes qu'un être humain, des limaces plus grandes qu'une main, et c'était beau. Et donc, on a habité là-bas pendant 2 ans. Là-bas, j'étais chargée des relations presse pour le marché anglais, pour une marque d'électronique. Très intéressant. Là, t'as la lumière que tu veux, qui te permet d'avoir un bon moral, d'avoir la pêche, une proximité avec la nature qui te permet de faire les activités physiques que t'aimes faire. On avait une piscine dans la résidence, on avait des montagnes à côté, il y avait la baie avec Hong Kong juste en bas de la ville. Et là, je suis tombée enceinte. Super, tu dis ça comme ça, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, mais du coup, je dis ça parce que ça fait changer beaucoup de choses. Ça change tout, ça change ta vision, ça change ton impression d'une situation. Ta vision du monde. Ah oui, c'est ça. Tout est remis en question. Tu te dis t'es bien, un bon travail, dans une ville qui te plaît. Mais non, ça va pas. Ah non, ça va pas. Déjà, j'étais fort malade en début de grossesse et la médecine chinoise n'est pas la même que la médecine à laquelle, on va dire, je suis habituée. Ils estimaient qu'on devrait avoir un enfant entre nos 20 et 25 ans. Donc j'étais trop vieille, que j'étais trop grosse, que je travaillais trop, que du coup mon corps, c'est normal, que j'étais malade parce que mon corps rejetait le fait d'être enceinte. Quelle violence! Très dur. Et je n'arrivais plus à boire, je n'arrivais plus à manger. J'ai perdu 7 kilos. En plus, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis à l'autre bout du monde par rapport à ma famille. Je me sens malade comme tout. Je me sens pas comprise. Il y avait aussi cette difficulté avec la langue, cette difficulté culturelle à se faire comprendre dans mes besoins. Et puis aussi, je me disais, en fait, je suis en train de travailler ce qui devrait être ma carrière passion. Je vante des produits électroniques qui, en fait, changent, j'allais dire d'un mois à l'autre, mais d'une semaine à l'autre. Et donc, en fait, ça sert à rien ce que je fais. Ça sert à quoi? Ce pauvre bébé qui vient dans ce monde, qu'est-ce que je vais lui laisser? Qu'est-ce que je vais lui dire que je suis en train de faire? Je lui dirais, oui, c'était important que je retourne travailler parce que je vendais des produits électroniques. Si j'allais dire ça, comment j'allais me sentir? Il y a une dimension écologique et une question de sens qui s'intègre à ta vie. Si je travaille, si je donne autant de temps à quelque chose, il faut que ça vaille la peine, il faut que ça ait un but quand même, non? Je vais aller travailler et me séparer de mon bébé pendant autant de temps, mais pourquoi? Et il faut que ce pourquoi en vaille la peine. Et alors, c'était quoi la définition de en valoir la peine pour toi à ce moment-là? Je savais pas. J'avais vraiment jamais pensé à cette notion-là avant.
sens de ce que je fais. Oui, si le travail me plaît, l'endroit me plaît, oui, très bien, bon. Et maintenant, il y avait cette dimension en plus. Moi, c'est une question qui me touche aussi parce que je me la suis posée beaucoup plus tard que toi. Je me dis, j'ai attendu tellement longtemps avant de me poser cette question, en fait. Bon, après, c'est pas grave, ça arrive quand ça arrive, mais il a fallu que je fasse un burn-out pour me poser cette question du sens, où finalement, quelque part, c'est mon corps qui, à un moment, m'a obligée à m'arrêter pour me poser cette question et apporter des réponses. Parce que forcément, quand tu te poses cette question, il y a des réponses qui découlent. Et moi, c'est ce que mon mari me disait. Il me disait, tu sais pourquoi tu es aussi malade pendant ta grossesse ? C'est parce que ton corps veut que tu te poses et que tu réfléchisses et que tu te poses des bonnes questions. Et puis finalement, mon mari me dit, mais on rentre. Et on est rentré. Quelle année tu pars de Chine ? En septembre-octobre 2019. Et ben là, c'était compliqué parce qu'on n'avait nulle part où rentrer en fait. On est allé en fait directement chez mes beaux-parents en plein cœur de la Bretagne. Et là, Juliette, elle me fait des yeux. Et c'était pas facile parce que je ne suis pas une campagnarde. Donc on a pris une maison en fait dans un lieu-dit où il y avait 2 autres maisons qui étaient abandonnées. On habitait dans une espèce de petite maison de hobbit au milieu d'une forêt avec une centaine d'araignées et puis 400 cloportes. sans chauffage au milieu de l'hiver. Oui, parce que là, on est à quel moment quand vous emmenez là, on est en octobre-novembre. Oh. Et puis il y avait des escaliers sans rambarde, parce que sinon c'est pas drôle. Donc pour aller faire pipi la nuit, tu descends dans l'escalier sans rambarde, quoi. Voilà. Ouais, bon, voilà, surtout quand on est à 8 mois, 9 mois et qu'on voit pas ses pieds. C'était super. Oh mon Dieu, ma pauvre. T'as passé une super grossesse. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Finalement, j'étais posée dans cette maison de campagne et j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et me poser des questions et me poser. Te reposer pour la première fois de ta vie. C'est vrai que je ne m'étais pas beaucoup posée parce que j'avais beaucoup enchaîné. Peut-être suite à un commentaire sur ce trou dans mon CV qui avait eu l'air de beaucoup perturber certaines personnes, je me suis dit oh, mais mon Dieu, il faut pas qu'il y ait de trous comme ça, c'est pas possible. Et donc j'ai enchaîné autant que possible en fait. Les voyages, les boulots. Ouais, tout. Combien de temps tu restes ? J'ai accouché là-bas. Il y avait aussi une autre raison pour laquelle on était parti en Bretagne et pas resté à Paris, parce que quand on est arrivé à Paris, j'avais déjà 4 mois de grossesse révolue. Et à Paris, les hôpitaux me disaient « Bah oui, mais vous n'avez pas du tout fait votre début de suivi ici, c'est trop compliqué, il y a déjà trop de monde, etc. » C'est-à-dire que quand tu es arrivé à Paris, tu n'as pas trouvé d'hôpital où accoucher ? Voilà, on ne savait pas où aller. Ah ouais. Au moins, dans le petit hôpital, dans la petite maternité en Bretagne, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et ils ont été confus par mon parcours et par les suivis du début en chinois. Mais ils m'ont accepté. Et ils se sont très très bien occupés de nous. Moi, je savais que après avoir accouché et avoir fait mon congé, j'allais retourner travailler. Et du coup, en fait, j'avais commencé à chercher un travail avant même d'accoucher parce que il y avait cette histoire de corona quand même. Et oui, et le corona qui arrivait en Europe, franchement, on l'entendait un tout petit peu quand même aux informations et nous on se dit ah, ça va arriver. Et nous on entendait donc nos amis en Chine qui nous disaient ah là là là, il se passe des trucs, tout est bloqué, nanana. Nous on se disait ça va arriver. Il faut trouver un travail avant qu'on se retrouve à fond dedans, à ne plus pouvoir se déplacer. Ah oui, c'est-à-dire que toi, t'as déjà anticipé ça à ce moment-là. C'est ça. Et quels indices tu as pour être aussi clairvoyante ? J'avais des amis encore à Shenzhen, des amis à Hong Kong qui me disaient il y a beaucoup de gens qui sont malades, il y a beaucoup de problèmes. On commence à dire les gens sont enfermés. Quand ils tombent malades, les voisins viennent et les enferment dans leurs appartements. Et même par exemple dans les anciens bureaux, ils disaient tous les étrangers repartez dans vos pays, travaillez depuis votre pays natal. Je disais bon, c'est sûr que ça va arriver. Ils disent que ça ne vient pas, mais je vois difficilement comment ça ne va pas arriver. Après tous ces questionnements,
Qu'est-ce que tu cherches comme type de job? Je voulais un job qui ait plus de sens. Et initialement, je postule surtout dans le sud de la France, en me disant, je vais rester en France cette fois. On reste en France, on a un bébé. Ça serait bien que ma famille puisse le voir, d'être pas trop loin. Et puis je passe des entretiens et puis ça ne marche pas. Et bien on se dit, écoute, on va ouvrir le champ des opportunités. Cherchons dans les pays limitrophes. Et puis finalement, j'ai passé un entretien, j'étais à 8 mois et demi de grossesse, pour un poste à Florence. Là, ils me disent, mais vous êtes sûr, vous voudrez déménager avec un bébé, après avoir accouché? Ah oui, pas de problème, mais en fait, ils ne me croient pas. Et c'est donc le job que j'ai actuellement de relations presse pour la France, pour Tridom. C'est une entreprise qui plante des arbres qui sont bons à la fois pour la planète et pour les communautés locales, parce qu'ils plantent dans des pays qui sont le plus touchés par le réchauffement climatique. Et donc quand même, moi je me sens vraiment appelée en fait par cette offre, et c'est même très étrange parce que même si je ne l'ai pas sauvegardée ni rien, elle revient sur mon fil. Elle m'est représentée sur différentes plateformes. Je dis, mais je sais, j'ai déjà postulé. Bon, et puis après, j'accouche, je m'occupe de mon bébé, puis je me dis, mais quand même, ça me trotte dans la tête, ce poste, il me trotte dans la tête. Et je me dis, je vais envoyer un message. Et ils me répondent. Et ils sont super contents que je les ai recontactés. Et donc voilà, en fait, après, ça s'est fait assez rapidement. Ton petit, à quel âge quand tu les recontactes? Il avait peut-être 1 mois. Là, on commençait à arriver, il n'y avait pas encore le confinement en France, mais on n'était pas très loin. Oui, j'ai commencé à travailler 1 mois après, je crois. Puis on a organisé nos affaires. J'ai organisé tout mon déménagement par Internet et par téléphone. J'avais planifié, alors après moi j'ai beaucoup d'expérience en déménagement, environ 20-27 déménagements. Donc voilà, j'avais fait mon petit tableau Excel avec les différents critères pour le logement. Ensuite, idem, le petit tableau Excel pour les déménageurs, les prix des déménageurs, puis commencer à apprendre la langue, parce que moi je ne parlais pas italien. Et puis, qu'est-ce qu'il faut pour le bébé? Qu'est-ce qu'on peut transporter ou pas transporter? Qu'est-ce qu'il faut prendre dans le premier voyage? Qu'est-ce qu'il faut dans le second temps du déménagement? Qu'est-ce qu'il faut acheter dans le 3e temps? Être sûr d'utiliser différents prestataires, parce qu'il y a toujours un problème avec un prestataire. Donc avoir plusieurs prestataires en se disant comme ça, il y en a bien un avec lequel tout ira bien. Sauf que non. Il y a eu des problèmes avec tous les différents prestataires. Là, on est en mai, juin. On arrive avec un bébé, on est épuisé, parce que quand même, il fallait prendre la voiture, puis 2 avions, puis le taxi pour arriver au Airbnb. Et là, ah non, il fait trop chaud, alors la porte s'ouvre pas. Donc, ils nous emmènent dans un autre Airbnb qu'ils ont, parce qu'ils en ont plusieurs. Mais c'est un Airbnb tout petit, tout minuscule, avec en fait une cuisine dans la chambre, quoi. Donc on y passe 2 nuits de galère, on leur dit c'est pas possible, vous nous trouvez autre chose. Moi je travaille, je continue à travailler, j'ai pas de vacances, je peux pas poser de vacances. Et du coup je suis également en train de faire les visites avec mon mari et le bébé. Et on trouve un appartement, on dit cric crac boum, on le prend, mais il n'y a pas de meubles. Mais il y a la clim. Donc choix cornélien, rester dans un Airbnb meublé sans clim, ou aller dormir par terre avec la clim. Là on a choisi de dormir par terre avec la clim. Parce que le pauvre bébé, lui au moins, il avait sa nacelle, il pouvait dormir dedans, et puis nous, Parce que sinon, il dormait pas, ton petit, avec la chaleur qu'il faisait. Il n'arrivait pas à respirer, il transpirait, il se réveillait beaucoup plus souvent parce qu'il avait soif. Déjà, on était quand même à 4, 5, 6 réveils par nuit. Oui, c'est-à-dire que toi, t'arrives dans un nouveau pays où tu n'as pas d'appart. Tu commences un nouveau job et un bébé qui ne te laisse pas dormir. Dans quel état tu es à ce moment-là? Mon mari se pose beaucoup de questions. Il me dit, mais qu'est-ce que c'était ton idée? Mais alors moi, non. Parce que je me dis, on savait que ça allait être comme ça. Après tout, des déménagements, j'en ai vécu. Là, on rajoute juste 1 ou 2 trucs problématiques de plus. Mais bon, voilà quoi. Moi, je ne remets pas en cause mes choix. Les décisions qu'on a prises ensemble, la réflexion qu'on a eue. Voilà, après, il y a effectivement, par exemple, cette histoire que, en passant de la Chine à l'Italie, je change de salaire. Mais ça, voilà, justement, pour moi, ça fait partie de choses tout à fait normales et acceptables parce que je me dis, mais maintenant, je sais où je suis, je me sens mieux dans mes chaussures et justement, face à mon fils, je me sens à l'aise de me dire, oui, mon bébé, je vais travailler aujourd'hui. Et peut-être qu'on va pas faire des vacances à l'autre bout du monde, peut-être qu'on va faire des vacances en Italie, mais voilà pourquoi je travaille. Je travaille pour essayer de te laisser quelque chose de mieux demain. Je travaille pour que tu puisses aussi faire les voyages que j'ai faits
et voir la nature que j'ai vue, voir les choses que moi j'ai vues, qu'elles existent encore quand tu iras les voir, quand tu auras l'âge d'aller les voir. Et du coup, je me sens sereine dans mes décisions. Même si on est épuisé, je me sens satisfaite des choix qu'on a faits, de cette nouvelle vie qu'on envisage. Et je me dis, souvent, les plus belles choses ne sont pas faciles à mettre en place. Et c'est une fois qu'on y est qu'on est content. Ça mérite des sacrifices. C'est ça que tu es en train de dire. Non, pas des sacrifices, justement, mais temps d'adaptation. Ouais. Ça mérite, ça nécessite parfois un temps d'adaptation. Et c'est normal. Mais sacrifices, non, parce que justement, je suis pas d'accord, en fait. Comme on me disait quand j'étais jeune, tu peux pas avoir un bon travail et habiter au soleil. Bon, pourquoi? Moi, je veux. Et c'est vrai que, par exemple, des fois, les gens me disent, mais quelle chance tu as eue. Je leur réponds, mais non. Ah non, j'ai pas eu de la chance. J'ai travaillé. Je me suis donné la peine. J'ai cherché. C'était pas facile. Et parfois, les gens se disent, quand ça leur paraît compliqué, ils se disent que c'est impossible. Mais c'est pas parce que quelque chose est compliqué ou paraît compliqué d'un certain point de vue que c'est impossible. Dans 5 ans, dans un monde idéal, t'es où, tu fais quoi? Zéro contrainte, hein. Ça, c'est dur. Déjà, il y a 1 an et demi, je savais pas que je serais là. Donc c'est dur. Moi, j'aime bien me dire qu'est-ce que je veux et puis le faire. Donc voir aussi loin, je trouve que c'est pas quelque chose sur lequel je peux avoir une action immédiate, donc c'est difficile pour moi. Et imagine, t'as 0 contrainte. Je change la question pour toi. Non, mais ok, pourquoi pas dans l'immédiat? Dans un monde idéal et merveilleux, je suis écrivain, je suis nomade en Asie, j'habite 1 an par-ci, 1 an par-là. Et t'écris quoi? Ça peut être à la fois comme des carnets de voyage, ça m'intéresserait beaucoup. Ou bien un polar. Alors je suis fan de polar, alors. J'avais déjà écrit des nouvelles policières, mais alors vraiment un polar en tant que tel, un polar international. Un mystère par ville. Un polar nomade. C'est ça. Alors moi je dis ciao Paris, toi tu dis quoi? Moi je dis bonjour le monde. Aujourd'hui, rassurez-vous, Juliette a un très joli appartement à 20 minutes à pied de son job chez Tridom, où elle déjeune tous les jours à l'ombre des oliviers. J'espère que comme moi, sa ténacité et sa capacité à agir vous ont inspiré. Pour être sûr de ne pas rater la reprise des nouveaux épisodes du podcast et le début de la 4e saison qui sera publiée à partir de début mars, je vous invite à vous abonner à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute pour être sûr d'être notifié au moment du redémarrage. Et pour encore plus de ressources et de conseils, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter Pigeon Voyageur. Le lien est dans la description de l'épisode. À dans 2 semaines pour un nouveau départ. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin, chargée de production et d'édition Maëlle Yarouilly, montage Héloïse Palivoda, mixage Emmanuel Charret de Skol Prod, direction artistique et logo de Ciao Paris, Carole Debris.